Cause à Béni après de nouveaux massacres enregistrés jeudi et vendredi. Des présumés ADF auraient tué encore 6 personnes. À Kinshasa, les députés originaires des 5 coins du pays dénoncent le caractère sélectif de ces massacres. Les agents et fonctionnaires de l'État menacent d'aller en grève la semaine prochaine. Motif, leur cahier de charges déposé au gouvernement n'ont pas connu d'issue favorable. La commission paritaire gouvernement-syndicat n'a pas été convoquée comme souhaité. Top Congo FM. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. La psychose règne à Béni après un mouvement de panique observé vendredi dans ces territoires du Nord Kivu. Des présumés rebelles ougandais ADF ont encore tué quelques personnes en ville de Béni il y a plus ou moins 5 km du centre-ville. Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, nous dit Erickson Louemboy. Le phénomène qualifié de macabre par la société civile s'est déroulé en Bongia Mukenye, 5 km du centre-ville de Béni en commune de Ruwenzori. Le rescapé affirme que les assaillants auteurs des massacres étaient environ 200, parmi eux 2 femmes et enfants armés qui ont surpris les victimes en pleine activité de champ la journée aux environs de 11 heures. 4 personnes, dont une femme, ont été exécutées par armes blanches, respectivement à Kassinga, Mbongia et Malulu, selon l'UAPCO, une association qui regroupe les agriculteurs et pêcheurs de Béniville et territoire. Toutefois, Kambale Bakoulé a été retrouvé ligoté, grièvement blessé et conduit à l'hôpital pour les soins. Dans cette partie de la ville, les actes d'accrochage armé, embuscade et tuerie sont devenus monnaie courante. La société civile appelle à l'intensification de la patrouille en associant la population. Angélis Kabutirouaki, secrétaire exécutif de la société civile de Béniville. C'est cette situation qui nous préoccupe encore une fois davantage. Pourtant, les militaires sont cantonnés dans ces milieux. Comment les personnes sont en train de continuer à être tuées? Puis organiser ne fût-ce que des patrouilles de mixtes dans cette forêt-là. On ne comprend finalement rien. On tue aujourd'hui et le lendemain, sans suite, on ne peut pas continuer à tuer les gens dans un endroit où on peut aussi directement aller dans la brousse. Là, on saurait qu'on a effectué aujourd'hui 10 km, les militaires et les civils ensemble. Aucun élément parmi les assaillants n'a été capturé par les opérations de poursuite faites par le FARDC. Béni, Louembo Erickson, Congo FM. Et ici à Kinshasa, le caucus des députés originaires de la région est encore monté au créneau pour dénoncer les caractères sélectifs de ces massacres. Selon le groupe, ces massacres ciblent principalement la communauté nandais. Pour le caucus des députés, les autorités militaires devraient arrêter des bonnes stratégies pour mettre fin à ces tueries. Détail Waterkoya. Les égorgeurs n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils continuent à s'aimer désolation dans ce territoire. La nuit de jeudi à vendredi, la localité de Malulu a été visitée par des tueurs. Au cours d'un point de presse vendredi à Kinshasa, Timothée Wanzabalere Kasereka, député PPRD élu de Béni, a condamné ces massacres qu'il qualifie de sélectifs. Je me demande lequel de 2 sentiments entre la colère et le sadisme, lequel est en train de dicter les massacreurs de Béni. Parmi les victimes, des enfants, de femmes enceintes qui n'ont qu'une et une seule infraction, l'appartenance à leur tribu Nande. Mais qui tue à Béni et ses environs? Ce qui se passe à Béni, c'est du génocide. La question de savoir qui tue à Béni doit être posée au gouvernement congolais. Le déplacement de Béni, Goma, via Butembo, Lubero, Rutshuru et Nyiragongo est devenu un exercice périlleux, avec les tueries devenues monnaie courante. Et depuis l'improvisoire des tueries de jeudi à vendredi fait état de 6 personnes égorgées, dont 2 enfants et 2 femmes. Fiston Mafinga dit Seysay blanchi par la justice. L'infraction de viol mise à sa charge fait défaut et il est renvoyé de toute poursuite. Ainsi, en a décidé vendredi les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe en l'absence du prévenu, mais en présence de ses nombreux partisans au palais de la justice. Dans sa motivation, les juges estiment que l'officier du ministère public et la partie civile n'ont pas apporté des preuves pouvant amener à la condamnation de Fiston Seysay. Plusieurs artistes comédiens attendaient le verdict des juges.
Le président des artistes comédiens a salué la décision d'acquittement et Lombe Soukali a encore soutenu que Fiston Saïsaï était victime d'une machination montée pour salir l'image de son collègue artiste. On l'écoute. Nous sommes satisfaits que la vérité ait triomphé et que la justice soit rendue. Et bien là, tout le monde a compris que Saïsaï n'était que victime d'une machination montée contre lui. Et là, c'est la justice congolaise qui triomphe. C'est la justice qui vient de prouver encore une fois à la face du monde qu'elle est capable de bien faire son travail avec toute impartialité et objectivité. Voilà, ça est libéré, c'est le Congo qui a été élevé. N'avez-vous pas peur qu'il reste encore en prison? Peut-être que le ministère public pourrait interjeter appel. On peut interjeter appel, on finira par arriver au bout de la vérité et que Saïsaï n'a jamais violé cette fille. Et pour rappel, le comédien Saïsaï a été poursuivi pour viol sur mineur. Le ministère public ne s'est pas prononcé sur le banc pour faire appel. Il a déclaré à Top Congo FM que cette question relève encore de la discrétion. On parle aussi de l'affaire Yanamar et des balais citoyens. Ces activistes pro-démocratie ont été expulsés de Kinshasa. Il faut rappeler que Dakar et Ouagadougou avaient demandé leur libération. Ces activistes ont été considérés comme des terroristes en République démocratique du Congo. Y a-t-il crise entre Kinshasa, Dakar et Ouagadougou? Élément de réponse avec Martin Zakao. Il est expert en relations internationales. Pas du tout, parce que je pense que c'est la concession que ces États devraient accepter de faire, étant donné que le plus important pour eux, c'était de voir leurs compatriotes regagner leurs territoires respectifs. Et donc, je pense que les présidents sénégalais burkinabés ont géré sagement cette affaire en évitant des propos susceptibles de porter atteinte à l'image du gouvernement congolais, auquel ils pouvaient s'opposer s'ils avaient privilégié la diplomatie publique dans la perspective de charmer leur opinion publique nationale respective. Le plus important pour eux, c'était de voir leurs compatriotes regagner dans leur pays, ce qui a été fait, et le gouvernement congolais de préserver son image en expulsant, n'est-ce pas, ces étrangers. Donc chacun a su gagner quelque part. Toujours dans la même affaire, il y avait un diplomate qui était également brièvement interpellé. Est-ce que ce diplomate américain n'est pas allé trop loin par rapport à ses prérogatives de diplomate? Comment on peut comprendre son attitude dans l'affaire de Yanamar et du ballet citoyen? Je suis de plus en plus tenté de penser que cela relève de la diplomatie transformationnelle. Il s'agit d'un genre atypique de diplomatie, consistant pour les diplomates américains, non seulement de travailler avec les autorités nationales des États où ils sont accrédités, suivant les fonctions classiques des missions diplomatiques telles que définies dans le Congrès de Vienne, mais aussi de collaborer avec toutes les forces vives des 10 États dans la perspective d'impulser des actions susceptibles de déboucher sur des résultats qu'ils escomptent. Et cette stratégie s'inscrit en ligne des efforts américains visant à favoriser la promotion et le respect de la démocratie libérale dans des pays qu'ils considèrent comme stratégiques. C'est ainsi que nous estimons que le gouvernement doit réagir avec beaucoup de tact, beaucoup d'habileté, beaucoup de circonspection, étant donné que le rapport de force est en notre défaveur, mais tout en prenant des dispositions pour que, n'est-ce pas, les relations avec ses partenaires aillent dans le sens du respect mutuel. Martin Ziakou, expert en relations internationales, qui répondait aux questions de Jean-Paul Mbouya. Et dans le reste de l'actualité, les agents et fonctionnaires de l'État menacent d'entamer un mouvement de grève. La commission paritaire gouvernement, agents et fonctionnaires n'a pas été convoquée comme souhaité. Plusieurs cahiers de charges ont été remis, mais aucun n'a reçu satisfaction. Le 27 mars prochain, les agents et fonctionnaires vont se retrouver à la place de Golgotha pour peut-être débuter leur grève. Je sais y passer. Les agents et fonctionnaires de l'État restent convaincus que la commission paritaire est le cadre approprié pour la satisfaction à leurs revendications. Fidel Kiyangi est président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Pour nous, la réponse politique, c'est la convocation de la commission paritaire. La commission paritaire qui devra examiner et accorder des solutions aux problèmes que pose la vie des agents et fonctionnaires. Les revendications des agents et fonctionnaires doivent trouver des solutions pendant les négociations, et ces négociations sont dans une commission paritaire. Dès que la commission paritaire est convoquée et
que le Premier ministre déclare ouvert les travaux, l'Assemblée générale peut être mise en veilleuse. Le gouvernement devra précéder les faits et non le subir, soutient le rapporteur Constant Lueteta. Lorsque les magistrats devaient aller en grève, lorsque les médecins vont en grève, il a attendu qu'ils aillent en grève pour les recevoir et chercher à résoudre les problèmes. Ce qui n'est pas une bonne chose pour la République. Lorsque nous occupons des postes de responsabilité comme celui-là, il faut toujours chercher à prévenir, anticiper les événements, ne pas attendre les faits accomplis. Les conseils que nous pouvons lui donner, comme l'Assemblée générale est prévue pour les 27, il faudra que le Premier ministre puisse convoquer la commission paritaire avant le 27, que les travaux soient déjà ouverts. Tout le monde va s'apaiser parce que ce que nous voulons, c'est en fait ça. Les syndicalistes qui réservent la primeur de leur rapport à la base campent sur leur position, celle d'harmoniser les vues avec le gouvernement sur le cahier des charges déposé depuis l'année passée. José Paché sur Top Congo FM. L'actualité au-delà des frontières de la RDC, nous sommes au Mali où les Nations Unies ont présenté hier, vendredi 20 mars, un rapport consacré aux droits de l'homme dans le pays. L'enquête très large concerne la période allant de novembre 2013, près d'un an après la guerre de reconquête des régions du Nord, jusqu'au mois de mai 2014, qu'il s'agisse des exactions commises de part et d'autre ou des affrontements de mai dernier à Kidal. Le rapport pointe de responsabilité de toutes parts. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Vous l'avez certainement compris, ce journal est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, au nom également de Miguel Mena à la mise en onde, je vous dis merci de votre fidélité à Top